Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à attendre cette édition, oui c'est vrai. Et ça fait beaucoup de temps que je ne produis pas cette émission, faute de temps, effectivement. Et vous avez été nombreux à les réclamer. Pourquoi, monsieur, tu ne fais plus l'émission? On a besoin quand même d'entendre, d'écouter, de suivre ce qui se passe dans les domaines de l'environnement. Et voilà, je suis là et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui un monsieur, pour moi c'est un Congolais, parce que c'est quelqu'un qui est au Congo depuis plusieurs années. Il a travaillé, il a servi le Congo pendant plusieurs années. Il s'agit bel et bien de monsieur Bruno Higuel. Bruno Higuel Mbote. Mbote Nayo, Ndengenini. Comme je vous l'ai dit, c'est le week-end, hein, comme vous le savez, donc on rigole, on informe tout en nous divertissant. Hein, donc voilà. Alors Bruno, habari? Muzuri, nasema Swahili. Minafurahi sana ndio huku hapa tutadiscuter ndio ya ma PSE. Iko vile. Biko vile poa sana. Voilà. Donc vous comprenez que c'est comme tout Swahili, Non. Donc j'essaye. Hein? Alors Bruno, c'est un expert qui a une bonne expertise sur les questions de paiement pour les services environnementaux, les PSE. C'est avec lui que nous allons débattre aujourd'hui sur ces concepts qui est en train de se développer en RDC. Alors Bruno, je voudrais bien avant d'aller plus loin que tu puisses te présenter à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, moi je m'appelle Bruno Hugel, donc je suis conseiller technique au secrétariat CAFI, donc à l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. J'ai effectivement habité pendant plus de 7 ans en RDC, continué à suivre un peu le travail et à faire des apports à distance. Et puis il y a 2 ans et demi, j'ai voulu me reconcentrer à nouveau sur le bassin du Congo à 100%. Donc j'ai rejoint le secrétariat CAFI pour appui à plein temps. Et voilà, on est ensemble maintenant, et notamment sur un sujet qui me passionne depuis des années et auquel je crois énormément pour avoir justement expérimenté en RDC, les paiements pour services environnementaux. Ah voilà. Dis-moi un peu, pour toi la RDC représente quoi? C'est un pays passionnant, c'est des gens adorables, c'est énormément de potentiel, c'est beaucoup de gens qui luttent tout le temps mais qui gardent la joie de vivre, qui arrive à continuer, à pousser, etc. Pour moi, c'est beaucoup de choses la RDC. Et en ayant travaillé depuis le milieu rural en zone paysanne, etc., voilà, sur l'agroforesterie, sur le reboisement, tu as pris même quelques mots en lingala, tu maîtrises bien les Swahili. Je me débrouille mieux en Swahili, en ayant travaillé beaucoup à la base, me débrouille mieux en Swahili qu'en lingala, et ça fait longtemps, donc du coup j'ai un peu oublié, mais en tout cas ça revient. Le fait d'être ici, ça permet de faire revenir. Ah super, c'est très bien. Alors on va parler PSE, paiement pour services environnementaux. D'entrée des jeux, ça renvoie à quoi? Alors les paiements pour services environnementaux, les PSE, c'est un instrument financier, c'est un outil. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter des financements aux acteurs de l'utilisation des terres pour les motiver, pour leur faciliter le fait de changer leurs pratiques dans la direction de la durabilité. Et donc après, il peut y avoir différents systèmes PSE, mais en tout cas, dans notre cas, c'est vraiment le fait de lutter contre la dégradation des terres, c'est le fait de lutter contre la déforestation, et tout ça, c'est vraiment important pour le milieu rural, y compris pour l'agriculture. Et donc, il y a besoin effectivement d'un mécanisme financier pour ça, c'est les PSE. Donc là, de quoi on parle quand on parle des services environnementaux? C'est justement des façons de gérer les terres qu'on veut encourager. Et donc c'est tout ce qui est reboisement, agroforesterie, donc le fait de mêler les arbres dans le système culturel, c'est pour bénéficier plus gagnant-gagnant. Okay. C'est le fait de faire la régénération naturelle forestière, la conservation des forêts, la gestion forestière durable. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les services environnementaux, parce que ça apporte, on sait que ça apporte énormément de bonnes choses en termes de séquestration du carbone, ça c'est juste un exemple, de régulation des pluies qui sont tellement importantes pour l'agriculture, etc., etc. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir ce mécanisme pour apporter ces appuis et cette motivation aux gens sur le terrain. Je pense qu'un élément très important des PSE, c'est notamment la dimension que ça doit être un mécanisme basé sur la performance vérifiée. Et donc de pouvoir justement avoir la redevabilité tout au long de la chaîne, et de la transparence. Quand tu dis la performance vérifiée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi je suis un agriculteur,
quand je dis j'ai besoin de percevoir ces paiements, je dois prouver que mon travail n'émet plus de carbone ou comment? L'idée justement pour les PSE, c'est d'avoir un mécanisme qui est suffisamment simple, où on n'est pas en train de parler de tonnes de carbone, etc. J'ai travaillé sur des projets comme ça, c'est toujours très compliqué, très abstrait. L'idée des PSE, c'est vraiment de rendre les choses très concrètes et directes, notamment pour les gens sur le terrain. Là, on parle d'un résultat vérifié, c'est le nombre d'hectares, par exemple, ou en tout cas une superficie d'agroforesterie selon certaines normes de qualité. C'est la superficie de reboiser en régénération naturelle, etc. Donc c'est des choses qui sont très concrètes, qu'on voit directement, qui ne sont pas trop compliquées, pas trop abstraites. Après, effectivement, c'est beaucoup d'informations, de sensibilisation, d'explications et d'accompagnement de manière à faire les choses bien et justement de pouvoir se conformer aux normes de qualité qui sont faites justement dans un objectif de productivité, donc pour avoir des résultats, un impact plus fort. Mais c'est quelque chose de justement très simple. Okay. Mais tu as évoqué encore un mot qui m'intéresse, c'est les normes de qualité. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse accéder à un paiement, il faut qu'on vérifie si son travail est de qualité, c'est ça, si je peux bien comprendre? Oui, c'est encore une fois, à partir du moment où on a un mécanisme basé sur la performance, basé sur le résultat, il faut bien s'entendre sur de quel résultat on parle. Par exemple, si je fais du reboisement ou de l'agroforesterie, donc on réintroduit l'arbre, la question c'est mon résultat pour être valide, est-ce que c'est un arbre par hectare? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 100? Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien fixer pour que ça soit clair des deux côtés. Et après, tu vas avoir tout un processus de suivi qui permet de démontrer qu'effectivement c'est bon. Et donc, on sait que par exemple, si on fait un reboisement pur des arbres espacés de 2 mètres par 2 mètres, c'est 2500 arbres par hectare. Si on comprend qu'il y a toujours un peu des difficultés, il y a un taux de survie par exemple toléré de 90%, on sait qu'à ce moment-là, pour s'entendre sur cet hectare-là, on devrait avoir environ 2100 et quelques arbres par hectare. Et donc ça, c'est les normes de qualité de ce résultat. Vérifié sur les terrains. Qui sont objectivement vérifiables, exactement. Ouais. Et là, si on vérifie, on trouve que ça correspond à ce qui a été déclaré, on paye. Exactement. Exactement. Avec un échéancier. Encore une fois, les PSE, c'est vraiment un contrat entre deux parties. Et donc, il y a un échéancier de paiement avec la sortie des qualités, des normes de qualité, etc. pour faire ça. Bah, tu sais, si j'ai insisté pour que je te reçoive, c'est parce que cette question des paiements pour les services environnementaux, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup des Congolais. Quand vous regardez, la majorité des personnes, quand ils vous disent « Non, voilà, j'ai mes 5 hectares sur les plateaux de Batéké, je voudrais faire l'agroforesterie », derrière la tête, c'est l'argent. Donc, on lui a dit que voilà, si tu as planté des acacias ou tu as planté des arbres à croissance rapide, on va te payer. Donc, généralement, c'est ça. C'est pourquoi je voudrais c'est qu'en tant qu'expert, tu puisses nous expliquer en des termes simples. Tu sais, pendant le week-end, c'est des termes très simples. On va beaucoup plus dans la simplicité pour que les gens puissent comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, je voudrais que tu puisses nous partager ton expérience avec les projets Makala, parce que tu l'as géré dans la partie est de la RDC. C'est un projet qui consistait aussi à payer les gens qui protégeaient les forêts ou qui réduisaient leur empreinte sur les forêts. Comment ça s'est passé et comment les communautés avaient perçu cela? Donc l'objectif du projet Eco-Makala à l'Est, effectivement, c'était donc le reboisement communautaire, c'était réintroduire l'arbre dans le système culturel, sachant que c'est une zone très différente du reste du Congo. Il y a une grande densité de population, l'utilisation des terres, donc l'agriculture est partout. Il n'y avait plus de place pour les arbres, donc tout a été coupé, ce qui pose des problèmes en termes d'approvisionnement en planches, en perches, en makala, etc. Et donc l'objectif, c'était justement de motiver les gens à replanter des arbres et de dire on peut planter des patates, on peut planter aussi des arbres pour en faire du business et créer justement des alternatives aux forêts naturelles, en sachant qu'en plus dans ce cadre-là, ça permet de réinjecter de l'argent dans le milieu rural plutôt que celui qui est perçu par des groupes indésirables qui contrôlent le système.
Et donc l'objectif c'était de faire quelque chose, justement ça s'appelait pas PSE, ou en tout cas on ne l'appelait pas PSE à l'origine, à l'époque, mais c'était un mécanisme où on a voulu monter un projet basé sur la performance pour avoir justement cette garantie que ce qui est rapporté dans les rapports, ça correspond à la réalité sur le terrain. Et en plus après en ayant justement des systèmes où on sait que chaque hectare qui a été payé, qui a été compensé, on sait où ça se trouve. On peut la montrer sur une carte, on peut aller faire des visites de suivi n'importe quand, on n'a pas besoin qu'on nous amène là où on veut nous amener, on peut aller où on doit aller. Donc ça c'est quelque chose qui a été assez difficile à mettre en place au départ pour bien parfaire le système, mais c'est quelque chose qui a donné énormément de résultats. Qu'est-ce qui rendait cela difficile? C'était le fait que les communautés n'avaient pas compris bien l'essence du travail, ou c'était quoi? Non, pas du tout, c'était vraiment sur le fait de caler les systèmes de suivi, de développer des nouveaux outils pour arriver à faire ce suivi de la manière la plus gérable possible. On ne peut pas avoir 10 000 personnes qui font plein de mesures partout, etc. Il faut arriver à trouver des systèmes où c'est suffisamment efficient, donc le coût-efficacité est bon. Et là, l'objectif, c'était de développer les outils et les méthodologies pour ça. Donc ça a été au début un peu d'essais d'erreurs et d'amélioration progressive et jusqu'au point où effectivement on a réussi à trouver quelque chose qui fonctionnait vraiment très bien. On travaille avec les chefs coutumiers, on travaille avec les communautés. De toute façon, on travaillait au travers des organisations locales qui s'occupaient justement de la production des pépinières, l'identification des planteurs, l'accompagnement, etc. Et ça a vraiment très bien marché. Après, effectivement, ça c'était il y a déjà beaucoup d'années. Et un des objectifs dans le cadre du programme PSE, alors au niveau de CAFI, au niveau régional, dans les 6 pays partenaires des CAFI, et en RDC en particulier avec le FONARED, le Fonds National RED, l'objectif c'est de voir comment on peut mettre ce genre d'expérience pilote à l'échelle, en disant c'est bien, et encore une fois, y compris dans le partenariat CAFI, ça a toujours été cette idée, on ne construit pas tout en un jour. Il y a eu beaucoup d'expériences pilotes aussi sur les PSE qui ont été financées par CAFI, notamment dans le cadre des PIRED, qui ont permis de continuer à développer des outils, des approches, etc. Ça a été une approche pilote. Maintenant, dans le bilan justement de la première phase du partenariat et la vision pour le deuxième, c'était le fait de pouvoir justement faire le point sur toutes ces expériences pilotes et d'arriver à systématiser pour mettre à l'échelle. Encore une fois, la RDC, c'est un pays continent, c'est énorme, les besoins sont énormes. Maintenant, la question, c'est comment on arrive justement à gérer cette question d'échelle qui est extrêmement compliquée. Et ça, il faut mettre en place des instruments, des outils. On ne fait pas table rase du passé, mais il faut compléter tout ce qui a été fait dans le passé par des nouveaux instruments, des nouvelles approches qui permettent de gérer les difficultés et de gérer l'approche à l'échelle. Et donc ça, on considère que les PSE, c'est Et là, on tombe directement dans la standardisation. Exactement. PSE. Exactement. Ah, voilà. Et là, on considère que justement les PSE, c'est vraiment un des outils, en tout cas un outil important dans la boîte à outils de mise en œuvre, qui est vraiment à même justement de pouvoir mettre tout ce travail à l'échelle. Et donc une chose pour ça, c'est effectivement pour arriver à ça, c'est notamment de pouvoir standardiser. Il y a eu plein d'expériences pilotes, donc on a eu beaucoup d'expériences avec Ecomakala, qui a d'ailleurs été avec les gens qui passent d'un projet à un autre, il y a eu de la migration, c'est très bien. Ça a permis justement de capitaliser certains outils qui ont été utilisés par les PIRED. Après, des différents PIRED ont essayé différentes choses. Maintenant, l'objectif, c'est de faire le point sur tout ça et de pouvoir standardiser. Donc standardiser le type d'activité PSE, les contrats, les canevas qui sont utilisés en termes de prérequis pour participer, les certificats fonciers participatifs par exemple, dans le cadre à la fois de la réforme foncière soutenue par CAFI et FONARED, mais aussi pour justement les PSE et tous les projets. Donc il y a tout un processus de standardisation en cours pour rendre les choses beaucoup plus robustes, beaucoup plus faciles surtout, et où encore une fois on n'a pas besoin de se poser 40 000 questions pour réinventer la roue. Il y a déjà plein de choses qui sont faites. On utilise les meilleures pratiques et on les met à disposition de tout le monde. C'est beaucoup plus facile pour dérouler les activités, pour lancer les choses, et comme ça on peut se concentrer sur les vrais défis qui sont les défis sur le terrain, ça ne manque jamais. Mais voilà, on sait où concentrer les efforts.
d'accord. Mais déjà, si on doit revenir un peu dans ce qui a été fait, parce que je pense que le travail qui a été mené notamment avec le projet Ecomakala, le travail mené dans les Pyrénées, ça a permis, je peux appeler ça comme des conteneurs d'information qui ont été mis à votre disposition pour la standardisation, juste que vous êtes en train, vous évoquez tout à l'heure. Mais quelles a été, selon vos analyses, quelles ont été les forces et les faiblesses de ces différents mécanismes qui ont été mis en place? Parce que vous l'avez dit, les PSE, il y en a plusieurs, c'est plusieurs systèmes. Alors, quelle a été la force pour les uns et la faiblesse aussi pour les autres? Déjà, je pense qu'il y a une chose moi, qui m'a énormément motivé aussi et vraiment c'était quelque chose de très important à mon avis qui est trop négligé. C'est effectivement le fait d'avoir organisé déjà quand même plusieurs événements grâce au Fonared où on rassemble, où le Fonared rassemble les experts des différents projets soutenus qui ont fait justement ces expériences pilotes et les forces vives qui sont à l'intérieur, donc tous les gens. Et là on parle des organisations nationales, des organisations internationales, toute la chaîne d'acteurs. Et moi ce qui m'a frappé et ce que j'ai trouvé passionnant, c'était de réaliser la quantité d'expertise qui avait été développée ces dernières années par rapport à quand j'ai quitté il y a 10 ans. Vraiment la quantité de gens qui ont été formés, qui ont cette expérience de terrain, c'est vraiment fantastique. Et la maîtrise des outils, etc. Et ça, c'est dans un mur, là, c'est vraiment les fondations. Sans ça, on ne fait rien, ou en tout cas, c'est très difficile. C'est là où, encore une fois, le changement... Cette expertise n'a pas été mise à contribution Si, là, on parle de tous les gens des projets qui sont sur les projets, qui sont en contact avec les planteurs, qui utilisent déjà justement un certain nombre de méthodologies. Donc justement aussi des gens qui sont formés, qui donnent l'expertise, leur expérience de ce qui a été fait sur les Pyrénées ou sur les différents projets. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une base d'expertise, encore une fois, d'humains, de gens, qui s'est vraiment énormément développée. Et ça, c'est essentiel parce qu'encore une fois, c'est un des ingrédients essentiels si on veut mettre à l'échelle. Si on met à l'échelle, c'est avec les gens. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la force. Oui, ça c'est une des forces, effectivement. Encore une fois, le fait de tester dans différents contextes aussi, parce qu'il y a des contextes où il y a plus de défis que d'autres. Après, effectivement, l'idée, c'est on retrouve l'expérience en RDC comme on retrouve dans d'autres pays. C'est vraiment qu'il y a des défis qui sont énormes, et notamment et qui pourtant une recette essentielle dans l'équation, un élément essentiel dans l'équation, c'est notamment la gestion de l'information. Et donc, encore une fois, on parle d'un mécanisme basé sur la performance. Comment on s'assure que justement ce qui est mis dans les rapports, ça correspond à la réalité, que ça permet d'avoir justement à tout moment l'information sur où est-ce qu'on en est. Et on n'attend pas simplement le rapport dans 6 mois ou dans des choses comme ça, on suit au fur et à mesure. Et l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mettre à disposition, non pas de moi, mais des gens qui travaillent sur le terrain, des projets, des gens à la base, les instruments qui vont leur faciliter la vie pour arriver au résultat et pour faire le rapport sur ce résultat, un rapport où on dit « Ah ça j'ai confiance, je sais de quoi il s'agit ». Donc ça c'est vraiment essentiel et ça c'est une leçon encore une fois d'Ecomakala et des autres projets. On a besoin vraiment de travailler sur cette chaîne d'information, cette chaîne de l'information. Et donc ce qui est vraiment important là, c'est qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau de CAFI, au niveau régional et avec le Fonared au niveau de la RDC, tout un système de gestion de l'information PSE et je dirais plus un système de gestion des PSE. C'est notamment aussi tout un système pour aider les gens sur le terrain à gérer des équipes, à gérer l'information au sein de cette équipe pour que justement on donne les conditions qui permettent de maximiser les résultats sur le terrain et faire le rapport. Et donc ça c'est un instrument justement qui construit sur tout ce qui a été fait ces dernières années, mais avec la technologie de maintenant, tout en sachant encore une fois toutes les contraintes qu'on a en RDC, le réseau n'est pas partout, etc. Donc les instruments qui sont mis en œuvre, les outils, évidemment, sont vraiment basés sur les réalités de terrain, sur ce qui est possible de faire. Dans ces systèmes d'information que vous voulez mettre en place, ça va être quoi? Ça va être une base de données numérique qui sera accessible à tout le monde, un peu comme on les voit avec les atlas forestiers par exemple, où voilà, on a un atlas qui retrace un peu tous les projets PSE à travers la RDC. C'est un truc dans ce sens ou comment? Alors c'est une base de données de toute façon parce qu'effectivement l'idée c'est de pouvoir centraliser l'information, ça c'est vraiment essentiel. C'est
c'est une base de données et c'est des outils pour justement alimenter cette base de données. Et encore une fois, en prenant les contraintes du terrain, il n'y a pas les réseaux partout, il n'y a pas l'électricité partout, etc. Comment on fait ça? Mais encore une fois, il y a une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans d'expérience sur ce sujet-là. On travaille dans des zones très difficiles, que ce soit en RDC, au Brésil, en Indonésie, etc. Dans les milieux forestiers tropicaux. Et donc ça, c'est notamment sur tout ce qui est collecte de données mobiles, où on a possibilité de déployer de l'information, de collecter de l'information, même s'il n'y a pas de réseau. Après la fin de la mission, dès qu'on a accès à nouveau à Internet, on peut envoyer l'information, c'est disponible instantanément dans la base de données centralisée. Aujourd'hui, avec la télédétection, on peut aussi faire tout ça, non? C'est pas possible. Alors l'idée dans ce système-là, c'est d'avoir les outils pour collecter l'information de la base, parce qu'effectivement, depuis les hauts, il y a plein de choses qui peuvent se voir, mais pas tout. Et notamment pas au niveau initial et pas notamment sur comment le projet avance, est-ce que la production, je ne sais pas moi par exemple des plantules avance, ça on ne le voit pas depuis les satellites. Donc il y a toute une composante humaine, comment on collecte sur le terrain, on centralise l'information, on a une plateforme qui permet de gérer l'information et d'accéder à cette base de données, de traiter, de savoir effectivement combien, dans n'importe quelle partie du pays, combien de contrats sont en cours, sur quelle superficie, avec combien de planteurs, combien d'argent a déjà été payé, combien d'argent il reste à payer, etc. Donc vraiment toutes ces planifications. Et l'idée effectivement, c'est que de pouvoir, c'est cette question de redevabilité sur toute la chaîne, c'est de pouvoir mettre cette information à disposition. Après, attention, c'est pas le fait qu'on ne peut pas et on ne doit surtout pas ouvrir la base de données à tout le monde de manière indiscriminée. Il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des gens qui sont payés sur le terrain. Bien sûr qu'on ne veut pas risquer qu'ils soient ciblés par des gens mal intentionnés, etc. Exactement. Donc après, oui, c'est une information qui est mise à disposition. Après, on travaille en ce moment avec des juristes, avec des consultants, sur quelle information peut être apportée, à quel niveau d'agrégation, d'anonymisation pour appuyer là-dessus. Et ça permet la redevabilité vis-à-vis du public, du gouvernement bien sûr, du public en général, des bailleurs, de tout le monde. Ça permet aussi, avec une telle base de données, de la mettre à disposition, moyennant justement ces points d'attention, auprès de la communauté scientifique, pour pouvoir faire l'analyse et pour pouvoir vérifier et travailler ensemble sur comment on fait mieux, qu'est-ce qui marche, dans quelles conditions et comment on peut faire mieux. C'est important d'apprendre toujours. Et même des pays comme le Costa Rica qui ont développé un projet, un programme national, une initiative nationale PSE depuis déjà 25 ans. C'est vraiment le pays avec le plus d'avancées à ce niveau-là. Est toujours en train d'apprendre. Et les choses continuent, la technologie évolue, les conditions de vie, tout évolue, il faut continuer à apprendre. Et l'idée, c'est donc d'aider les académiciens à faire de la recherche appliquée pour nous aider à tous améliorer et aller dans la bonne direction. Mais déjà, si je vois les réunions qui se tiennent, notamment les réunions de cadrage avec les FONARED, l'idée derrière, c'est d'arriver à doter la RDC d'un programme national PSE. C'est déjà quelque chose de très intéressant. Comme vous l'avez dit, il y a déjà des pays de l'Afrique latine qui sont déjà plus avancés dans ça. Mais je voudrais savoir un peu quels sont les avantages pour un pays comme la RDC d'avoir un programme PSE. Est-ce qu'avec ces programmes, les pays peuvent solliciter plus de financement à l'extérieur du pays, peut vendre, peut convertir cela en monnaie, je ne sais pas. Dites-moi un peu. Tout à fait. Donc effectivement, c'est un instrument financier. Un instrument financier, ça nécessite des financements. Donc là, l'objectif, c'est effectivement, dans le cadre de CAFI et du FONARED en RDC, de pouvoir lancer la machine. Donc il y a tout ce travail qu'on fait avec le FONARED et les différents experts, encore une fois, les différents projets, pour justement pouvoir standardiser, développer ces systèmes d'information, etc. Donc vraiment les bases, pour pouvoir déployer déjà dans les projets actuels. L'idée aussi, ça va être de lancer, à la demande du gouvernement, ça va être de lancer un projet pilote national où là on ne parle plus de PIRED ou de différents projets d'utilisation des terres, mais vraiment un pilote national PSE pour continuer ce travail de standardisation, encore une fois continu, de formation, d'information et de formation des acteurs sur le terrain, les partenaires, et toutes les conditions nécessaires au fonctionnement du système, y compris un processus d'institutionnalisation, j'ai toujours du mal avec ce mot, mais avec l'idée qu'encore une fois, on veut tous collectivement sortir progressivement d'une approche projet. On commence à telle année, ça finit à telle année, après il faut renégocier des financements, etc. C'est compliqué et tout. À une approche, de passer déjà d'une approche projet à une approche programme, et ensuite d'une approche programme à une approche d'initiative nationale PSE à échéance ouverte. Donc on n'est pas limité à des choses comme ça.
Pour arriver à faire ça, il y a justement tout ce processus d'institutionnalisation. Il y a aussi justement le fait de pouvoir développer une stratégie de financement durable. CAFI peut être là pour justement lancer la machine. L'objectif, ça va être de travailler avec le gouvernement sur une stratégie de financement diversifiée, avec justement des financements internationaux bien sûr, des financements domestiques, publics, privés, donc voir vraiment toute la gamme de manière à ne pas être dépendant d'une source financière spécifique, mais d'avoir une large gamme. Ça, c'est vraiment une leçon de par le monde. Et ça, encore une fois, j'y reviens dessus. Pour arriver à mobiliser ces financements et notamment les financements internationaux, c'est d'avoir un mécanisme qui est robuste, fiable, en lequel on a confiance. Et ça permet effectivement, avec la traçabilité et la communication, ça permet vraiment de donner une base, justement un instrument où les gens ont envie d'investir et d'apporter leur argent. Et donc là, je reviens sur ce système de gestion des PSE et de gestion de l'information PSE pour justement apporter toute la crédibilité et la robustesse au mécanisme. Donc oui, là l'idée c'est vraiment de pouvoir pousser la recherche de financement à des échelons bien plus élevés que CAFI à l'heure actuelle, parce que l'objectif c'est encore une fois d'arriver à l'échelle de la RDC qui est immense. Et ça je pense que c'est aussi l'objectif du FONARED qui voudrait avoir plus de donateurs qu'avoir seulement les fonds CAFI qui est aujourd'hui les principaux donateurs. Mais dis-moi, dans cette démarche, quel doit être le rôle du gouvernement congolais? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a un rôle à jouer pour que ces mécanismes soient réellement effectifs? Évidemment, ça c'est vraiment absolument central, notamment dans une logique où dans le fait de sortir d'une approche projet, notamment à initiative nationale, sans échéance fixe. Le gouvernement est central, les institutions sont centrales à ce niveau-là. Donc de toute façon, effectivement, dans le cadre des PSE, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Oui, dans le cadre des PSE, on travaille sur l'utilisation des terres, on travaille sur l'agriculture, l'aménagement du territoire, le foncier, l'énergie, etc. Donc ça c'est clair que de toute façon, toutes ces thématiques, il y a des institutions pour suivre ça, au niveau national, au niveau décentralisé. Donc de toute façon, toutes ces institutions sont mobilisées. Quand on parle des prérequis de participation à la RAID, il y a justement ces aspects d'identification claire de la personne qui va signer le contrat, pour ne pas créer des conflits. Est-ce que justement c'est la personne qui est bien identifiée et qui est reconnue par tout le monde comme ayant la légitimité pour signer ce contrat? S'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver plus tard en disant « il y a de l'argent, non en fait c'était moi », etc. Et donc ça, on capitalise sur évidemment la réforme foncière, sur les instruments qui ont été mis en place, et justement développer des systèmes de certificats fonciers participatifs qui tiennent bien en compte le fait que non, c'est pas possible d'avoir des titres cadastrés à l'heure actuelle, donc sinon on exclut. Donc on met en place ce genre de mécanisme pour justement avoir la tranquillité, pour pouvoir s'assurer qu'effectivement c'est les bonnes personnes aux beaux endroits. Ça c'est un exemple, mais justement il y a tout ce travail-là aussi au niveau de l'aménagement du territoire, donc les plans SAM d'aménagement du territoire, etc. Et puis l'objectif d'avoir justement cette institution PSE nationale. On a par exemple le FONAFIFO, donc ça c'est le Fonds national des PSE en Costa Rica. La question c'est comment est-ce qu'on développe, on reproduit une institution nationale RDC qui va pouvoir justement reprendre la gestion de tout ce mécanisme et continuer à l'amener à une échelle encore beaucoup plus vaste et diverse. Et donc ça c'est là où c'est très intéressant d'avoir ces contacts avec des pays comme le Costa Rica. On a des collègues effectivement qui ont travaillé directement avec cette institution. Mais je pense que les experts congolais doivent aussi faire un tour là-bas, voir un peu ce qui se passe. Et puis voilà, on copie toujours les bonnes initiatives. Exactement. Et donc c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que, indépendamment du programme PSE, ou plutôt en complément du programme PSE, on est en train de développer toute une initiative de coopération sud-sud, où là l'objectif c'est pas simplement d'aller faire une visite d'échange. Là c'est ça, on a déjà vu. Ça oui, au niveau régional, il y a aussi cette initiative-là au niveau national. Et donc là l'objectif c'est pas simplement, alors c'est aussi utile, mais c'est pas simplement de se limiter à je fais une visite d'échange, je reviens, parce qu'on sait que souvent c'est intéressant pour attirer l'attention, etc. Mais ça reste un petit peu trop limité.
Et donc l'objectif, c'est de voir effectivement, de pouvoir travailler avec le FONAFIFO et d'autres institutions éventuellement sur quels sont les points importants à développer en termes de capacité légale, financière, fiduciaire, juridique, etc. Pour une institution PSE, de manière à pouvoir développer une feuille de route de ce processus d'institutionnalisation pour justement arriver à cette initiative nationale. Et donc là, cet aspect de coopération sud-sud, c'est vraiment important et on le prend. En cours de développement? C'est en cours d'élaboration, oui. Okay. On a déjà les contacts effectivement de part et d'autre, mais effectivement là c'est dans le processus de finalisation pour pouvoir lancer ce type d'initiative. Très bien. Alors, qui sont éligibles ou qui peuvent être éligibles au PSE? Donc là encore une fois, il y a tout ce qui s'est fait dans le passé, il y a aussi ce qu'on veut faire dans l'avenir. L'un se nourrit de l'autre, mais n'a pas besoin d'être identique, c'est pas nécessaire et c'est pas nécessairement souhaitable non plus. Encore une fois, on veut aller plus loin, plus haut, plus vite, plus fort. Exactement. Et notamment à ce titre-là, donc qui peut bénéficier? D'abord, premièrement et avant tout, bien sûr, les communautés à la base, que ce soit les communautés organisées sous forme de comités locaux de développement, les comités locaux de gestion dans le cadre de la foresterie communautaire. Donc ça c'est une première cible, mais aussi à la base, il y a simplement aussi les ménages. Donc il y a la possibilité de s'engager de manière collective, la possibilité de s'engager au niveau familial, individuel on va dire. Selon les zones, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients, etc. Donc c'est l'idée d'avoir cette flexibilité-là. Mais l'idée c'est aussi de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle les fermiers, donc des gens avec un petit peu plus de capacité, un peu plus de terrain. Sont des forces vives importantes et moi je penserai toujours à ce que me disait mon ami Félix en disant un problème en ADC c'est qu'on n'est pas assez riche par rapport à certaines personnes pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais des fois on n'est pas assez pauvre pour pouvoir recevoir les appuis. Pour nous il n'y a rien. Alors qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de capacités, qui peuvent faire beaucoup de choses, des forces vives justement, et qui ne sont insuffisamment appuyées. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir travailler avec ce type d'acteurs, de la même manière que le secteur privé aussi, les ONG, etc. Donc l'idée, c'est pas d'exclure, c'est effectivement de rester très large. Après, l'objectif, ça va être aussi de définir quelles sont les conditions de participation de chaque type d'acteur, les types d'appui, etc. pour que ça soit équilibré. Et c'est à ce niveau-là que vous êtes en train de travailler sur la standardisation. Exactement, ça fait partie du processus de standardisation. Dans le cadre des PIRED, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en particulier au niveau communautaire, donc CLD en particulier. Quelques expériences, notamment avec le programme d'investissement sur les forêts, le PIF, avec aussi les fermiers. Ça n'a pas été forcément fait dans tous les PIRED. Ecomakala, ça a été beaucoup de travail. Cette situation est assez différente à l'Est, donc notamment au niveau avec des ménages, au niveau individuel. Donc l'objectif, c'est encore une fois d'avoir toute cette palette d'instruments, d'outils pour déployer au mieux. Et donc ça, c'est vraiment tous les types d'acteurs qui sont envisagés, avec encore une fois donc les communautés à la base comme vraiment le niveau de focalisation le plus important. Ouais. Mais est-ce que dans cette démarche, vous prenez aussi en considération la question du coût de l'opportunité? Alors bien sûr, encore une fois, les PSE, ce n'est pas l'idée de pouvoir financer cadeau, on fait tout pour toi, tu finances et puis simplement tu manies la houe et c'est tout. C'est un cofinancement, c'est un co-investissement. Okay. Donc il y a effectivement le travail du paysan principalement et puis un appui du projet. L'idée, c'est vraiment que, encore une fois, dans des systèmes agriculturaux et notamment agroforestiers, par exemple, on sait que entre le moment où on plante la graine et le moment où on récolte, ça peut prendre du temps. Exactement. Ça prend quelques années. Et entre-temps, c'est beaucoup de travail avant de pouvoir justement recevoir le fruit de son travail. Et donc les PSE, c'est l'idée de pouvoir injecter en appui aux acteurs des financements un peu régulièrement. Le temps de cette période de maturation jusqu'au moment où il y a la mise à fruit et donc effectivement l'exploitation et là on fait de l'argent. Et donc l'objectif c'est de pouvoir justement cibler ces périodes intermédiaires avec les compléments de financement et ça encore une fois c'est quel est le juste niveau de financement et il n'y a pas une réponse parfaite ni égale partout. Encore une fois ça va dépendre du contexte. Donc,
de la zone du pays, de la zone à l'intérieur du pays, etc. Et ça, c'est à définir avec les acteurs sur place, en sachant que l'objectif, c'est de trouver quel est le bon niveau de signal qui va permettre de motiver un nombre suffisant d'acteurs à modifier les pratiques, à adopter ces bonnes pratiques, etc. Et encore une fois, comme les budgets sont toujours limités, comment est-ce qu'on peut s'assurer justement que ça soit un niveau qui permette de toucher le plus grand nombre et pas une petite minorité. Super. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que, parce qu'il s'agit d'un fonds, donc les PSE, c'est de l'argent qui vient d'un fonds, mais ces fonds qui peut être fiduciaire quelque part, a besoin d'être alimenté. Est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme qui doit faire en sorte que les fonds ne puissent pas tarir, c'est-à-dire on paye le PSE et dans l'entretemps, les fonds ont la possibilité aussi de soit vendre les crédits, carbone, ceci. Est-ce que vous y travaillez, vous y pensez aussi? Bien sûr, donc là ça revient à cette question qu'on évoquait de travailler avec le gouvernement sur ces stratégies de financement durable et donc diversifiées. Donc oui, l'idée c'est d'avoir un fonds et de pouvoir l'alimenter de plus en plus et de pouvoir diversifier les sources. En Amérique latine par exemple, au niveau domestique, la majorité des financements viennent des sources domestiques. Et ça, encore une fois, c'est cette logique de services environnementaux et de paiement pour services environnementaux. Donc dans le cadre justement du Costa Rica par exemple, c'est une taxe sur l'eau. Donc c'est une taxe sur la facture, un tout petit élément qui est ajouté sur la facture d'eau de tous les utilisateurs et qui vient alimenter ce fonds. Je ne sais plus si c'est au Costa Rica aussi ou bien en Équateur et au Mexique, mais en tout cas il y a en général la taxe sur l'eau, la taxe sur les produits pétroliers aussi. Encore une fois, ça c'est l'exemple des autres pays, ça ne veut pas dire que ça doit être le cas ici, mais la question c'est quels sont les mécanismes pour que, à terme, des ressources domestiques puissent être aussi canalisées vers ce fonds. Et ça, encore une fois, ça va faire partie du chantier d'institutionnalisation. Ça, c'est dans les sources domestiques. Après, la question, c'est effectivement comment on peut s'assurer qu'avec une injection d'argent public, national et international, on peut aussi lever des financements privés. C'est intéressant de voir, par exemple, au Costa Rica ou au Cameroun, où on travaille également sur le Cameroun avec des mécanismes très intéressants. Le fait d'accéder à un contrat PSE et donc des financements PSE permet aussi de faciliter l'accès au microcrédit sur base du contrat. Ce qui permet justement d'ajouter de l'argent. Donc là, encore une fois, c'est un peu un effet de levier. Donc il y a une graine qui est plantée grâce au PSE qui permet justement d'accumuler plus et encore une fois d'avoir un effet d'échelle plus important. Et donc encore une fois, pour ça, il faut un mécanisme robuste, fiable d'information. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ADC, qu'on construit. Et on sait qu'effectivement, à partir du moment où on aura la possibilité d'avoir cette cartographie de tous les champs, de toutes les zones qui ont été appuyées, des contrats avec les planteurs, l'objectif, c'est de mettre en place, avec le gouvernement, avec le FONARED, justement des mécanismes avec les institutions financières, les institutions de microfinance notamment, pour voir comment capitaliser, à l'image d'autres pays, une fois qu'on a les conditions en place. Et donc, encore une fois, pour moi, je trouve que ce mécanisme PSE, sur le court terme, on met en place des fondations. Une fois que ces fondations sont en place, ça va permettre vraiment de développer plein d'autres choses, de débloquer plein d'autres choses. Super. J'ai des exemples. Je voudrais avoir d'éclaircissements sur ces deux exemples. De plus en plus, on constate que les communautés, parce que tu l'as évoqué, il y a la foresterie communautaire qui se développe en RDC, et certaines communautés envisagent conserver leurs forêts, donc dédier leurs forêts à la conservation. Est-ce que ce genre de communautés peuvent aussi accéder à des PSE? Oui. Donc de toute façon, effectivement, les CFCL sont identifiés comme justement des institutions, au même titre que les CLD, qui sont éligibles pour le programme. Encore une fois, de toute façon, cette base, ça c'est pour commencer, on pourra élargir par la suite, mais en tout cas, voilà, ça c'est déjà le cas. Pour nous, au niveau des PSE, il y a effectivement tous ces PSE, je dirais, de plantation. Donc j'en parlais, l'agroforesterie, l'agriculture durable en savane, la régénération, etc. Donc là, on fait pousser des choses. Et c'est important notamment pour réduire la pression sur les forêts naturelles, pour donner une alternative aux forêts naturelles, etc. Et alimenter malgré tout en aliment, en macala, les ménages et les grandes villes. Maintenant, ce qu'on considère, c'est que c'est essentiel aussi de donner une valeur
à la forêt naturelle sur pied. Et donc dans le système PSE, l'idée c'est vraiment de conjuguer d'un côté tous ces PSE dits de plantation, on va dire, ces grandes familles, avec des PSE de conservation pour justement donner cette incitation, les deux en même temps, mais cette incitation aussi aux forêts sur pied. Et donc là on est en train de travailler sur ce concept, encore une fois, on ne part pas de zéro, il y a eu déjà quelques expériences pilotes, notamment à Luki, en RDC, mais après il y a d'autres pays qui ont déjà développé ça. L'idée, encore une fois, c'est de s'assurer qu'on ramène toute cette information et qu'on l'analyse avec les différents partenaires, les différents acteurs, le gouvernement, dans le contexte de la RDC. Comment on met ça en place dans la RDC, comment on le pilote d'abord à petite échelle pour tester et comment après on va pouvoir mettre à l'échelle. C'est quelque chose que je trouve vraiment très important et qui est essentiel à mon avis dans le modèle PSE général. Super. Deuxième exemple. Nous sommes dans la ville de Kinshasa où il y a pollution des plastiques. On le sent. Et voilà. Il y a des jeunes qui s'engagent peut-être à collecter ces déchets et aller les déposer quelque part. Est-ce que c'est aussi un service environnemental, non? En tout cas, oui, ils apportent un service, un service sociétal. Mais aussi à la fois environnemental. Oui. Est-ce que ça peut aussi être payé? Ouais. Dans le cadre de PSE? J'imagine, alors dans le cadre des PSE justement qu'on met en place, à l'image du Costa Rica, etc., c'est vraiment notamment sur l'utilisation des terres et les forêts. Okay. Après, encore une fois, personnellement, mais on parle comme ça, hein, mais au final, les PSE, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme basé sur la performance, sur les résultats. Il y a plein d'autres activités qui sont aussi basées sur la performance ou les résultats, qu'on les appelle PSE ou pas. Et à partir du moment où on a encore un mécanisme pour suivre ça, je pense qu'il y a possibilité. Après, je pense que ça pourrait être effectivement une réflexion, je ne veux pas m'engager à la place du gouvernement, mais ça pourrait être une réflexion menée par le gouvernement une fois que l'institution PSE est en place, dans quelle mesure on peut élargir. En fait, chez moi, j'ai peut-être installé un système solaire qui me permet de réduire ma consommation du courant, qui me permet de réduire carrément mon empreinte sur l'environnement. Je mérite quand même un paiement, non? Après, effectivement, c'est toujours une question de traçabilité et d'arriver à mettre en place ce mécanisme pour avoir les ressources, et puis pour capter justement les ressources financières qui vont permettre d'alimenter ce mécanisme et pas d'avoir quelque chose qui se fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Et après, il n'y a plus d'argent, c'est fini. Exactement. Donc voilà, quel processus on met en place pour construire toute cette capacité-là. Mais monsieur le secrétaire exécutif national du FONARED, c'est justement une question et une discussion qu'on a eue plusieurs fois, qui lui tient à cœur énormément. C'est comment on va pouvoir progressivement élargir la gamme de ces paiements pour services environnementaux. C'est un grand chantier. On revient maintenant, parce qu'on est en train de chuter. Quelles combinaisons peuvent exister? Parce que vous savez bien, de plus en plus, la forêt attire les investissements privés avec des capitaux frais qui sont là. Il y a aujourd'hui le développement des concessions de conservation par-ci par-là en RDC. Est-ce qu'il y a-t-il des ponts, des liens ou des passerelles qui peuvent exister entre les privés et les publics pour arriver à un PPP, mais dans les cadres de PSE? C'est possible? C'est possible, encore une fois, hein, les privés sont aussi une des cibles éligibles au PSE. Après, encore une fois, ça va être décidé avec le gouvernement, le FONARED, les acteurs, CAFI, sur dans quelle partie, avec quels acteurs, comment, etc. Mais en tout cas, dans ce mécanisme d'ensemble, oui, bien sûr, c'est possible. Après, le secteur privé peut intervenir à plusieurs niveaux. Quand on parle justement des institutions de microfinance, c'est aussi le secteur privé, mais qui vient en cofinanceur, etc., etc. Donc, il y a plein de rôles différents. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, au niveau des PSE, l'idée, c'est d'avoir justement un objectif de résultat carbone. Donc de résultats sur le couvert forestier. En termes de moyens de subsistance aussi, de lutte contre la pauvreté. Donc ça, on retrouve les mêmes objectifs, les mêmes grands objectifs, on va dire, que par exemple les projets carbone. Après, l'idée, c'est vraiment au niveau des PSE, de ne pas tomber dans les difficultés qu'ont pu rencontrer les marchés du carbone, avec notamment des méthodologies très complexes, des choses un peu abstraites, etc. La nécessité de faire appel à de l'expertise extérieure qui coûte cher parce que c'est des entités accréditées, etc. etc. Donc l'idée, c'est de ne pas retomber dans ces mêmes travers, ou alors en tout cas de le compléter, de garder les choses simples dans le mécanisme PSE, sachant que justement c'est un instrument pour arriver à des résultats carbone qui ensuite peuvent être valorisés à la décision du gouvernement et des partenaires du gouvernement de différentes manières.
Et d'ailleurs, les PSE, ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme tu le sais, et notamment dans la stratégie nationale RED du pays, ou la stratégie cadre nationale RED du pays, qui avait été approuvée en Conseil des ministres en 2012, les PSE étaient déjà cités comme un instrument de mise en œuvre de la RED+ dans le pays. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est de développer ça, de mettre ça en œuvre, de systématiser et de mettre à l'échelle. Mais on a des expériences où effectivement, à partir du moment où on gère l'information, on arrive à collecter une information riche et robuste sur le terrain et la faire remonter, c'est énormément d'économies, d'efforts, d'argent, etc. À partir du moment où on veut développer un mécanisme de valorisation carbone, quel qu'il soit, et notamment au niveau national dans le cadre des négociations climat internationales. Et donc là, ça permet d'avoir tous les éléments qui nous permettent ensuite de passer à d'autres stratégies. Et ça fera encore une fois, c'est un des éléments parmi la stratégie diversifiée de financement sur lesquels on va devoir travailler dans les 2 ans qui viennent. Donc les partenariats publics-privés. Notamment, oui. Ouais. Super. Alors, quels sont les standards du prix aujourd'hui à l'hectare, si on peut considérer cela, parce qu'on parle des PSE sur les forêts, sur l'affectation des terres, quels peuvent être aujourd'hui les prix, les coûts pour quelqu'un qui a un hectare, qui protège son hectare, ou bien qui fait renaître, qui fait repousser la forêt sur son hectare, à combien revient l'hectare? Alors je ne vais pas m'engager sur cette pente un peu délicate parce qu'encore une fois ça dépend et ça dépend, c'est pas une réponse acceptable j'imagine ou suffisante mais pourtant ça dépend du contexte, des zones et tout ça. Allons sur la moyenne. La moyenne peut être de combien? Il y a un autre élément aussi sur lequel on est en train de travailler parce que justement dans le cadre des PIRED et autres jusqu'à présent il y a eu beaucoup une vision un peu plus réduite du PIRED, du PSE. En disant c'est vraiment la partie qu'on reçoit après le résultat, basé sur la performance et c'est tout. Mais c'est quelque chose d'assez trompeur parce qu'en fait ça ne correspond qu'à une partie de ce qui est attribué aux bénéficiaires dans le cadre de ces efforts. Et en fait il est important d'intégrer dans le contrat PSE tous les appuis qui sont donnés en amont et notamment en matériel, par exemple en outils, en semences, en choses comme ça, qui ne sont pas à l'heure actuelle intégrés dans les tarifs dits PSE et pourtant ça en fait partie. Et c'est important aussi d'intégrer, de travailler là-dessus. Donc ça c'est un chantier qu'on va commencer bientôt justement pour avoir des meilleurs calculs de ces coûts-là, pour l'intégrer dans les PSE, en sachant qu'évidemment c'est pas quelque chose, on ne peut pas donner des outils après le résultat atteint, non, on en a besoin pour atteindre le résultat. Donc évidemment il y a possibilité d'avoir un mécanisme d'avance qui permet de travailler, de permettre aux gens de travailler pour commencer. Mais ça c'est important que ça soit pris en compte dans le tarif global pour que les gens aient la pleine conscience de l'intégralité de l'appui qui a été apporté. Donc on est en train de travailler à ce niveau-là justement sur tout ce calcul de ce qui revient finalement aux bénéficiaires en cofinancement de ces efforts. Un autre élément sur lequel on veut travailler aussi, c'est que tout ça ne vient pas tout seul juste parce qu'on a signé un contrat. Il y a tout un processus d'accompagnement qui est très important, de sensibilisation, d'explication et d'accompagnement technique. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle les agrégateurs dans le jargon PSE, qui est en fait les agences locales d'exécution. Donc typiquement, c'est les ONG nationales, les ONG locales, qui viennent justement faire l'identification des bénéficiaires, qui viennent faire l'accompagnement technique sur la conduite des pépinières, sur les techniques de plantation et ensuite ce sera d'exploitation, etc. Donc là l'idée c'est aussi de pouvoir mieux quantifier ces services-là pour justement avoir un contrat PSE au niveau des planteurs à la base mais aussi des intermédiaires qui donne une vraie bonne idée des coûts globaux. Et encore une fois, c'est pas simplement de mettre des choses sur un budget, c'est facile, mais c'est aussi de faire l'analyse de la structure de coûts pour arriver à des contrats encore une fois standardisés. Donc là, on travaille vraiment là-dessus. Je suis sûr que la prochaine fois qu'on se verra, on aura plus d'éléments à ce niveau-là. Voilà, vous avez compris que Bruno a joué à la diplomate.
Voilà, il a usé un peu de la diplomatie pour ne pas me dire à quoi revient, c'est quoi les coûts exacts. Bon, on comprend que c'est quelque chose qui est en construction, donc... Ce n'est que partie remise. Exactement, donc ça va, on va revenir dessus. Hein, c'est comme une soirée, c'est comme une série Netflix, à la suite au prochain épisode. Voilà, donc au prochain épisode, nous saurons à combien revient un hectare un hectare mis en défense par exemple. Je pense que ce n'est pas les mêmes coûts avec un hectare mis en défense, avec un hectare... Chaque activité sera complètement différente, bien sûr. Sûrement que chaque activité a un coût au niveau du PSE. Alors, mais avec tout ce que j'entends de toi, Bruno, j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui va prendre encore beaucoup de temps et pourtant, les 5 premières années du fonds CAFI sont en train de s'épuiser. Et on risque de finir cette première partie sans qu'on ait touché au PSE. Alors je vais te rassurer, pas du tout, au contraire. C'est vraiment en train. Donc là, on est vraiment depuis l'année dernière sur mandat du gouvernement, le fait de travailler justement sur cette standardisation et sur ce travail de structuration. Donc là, effectivement, on a travaillé l'année dernière avec les différents acteurs sur l'élaboration de ce pilote national PSE. Donc qui est en cours de finalisation pour son approbation, etc. Ça, c'est une chose. Mais encore une fois, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a déjà des projets qui existent, qui sont sur le terrain, les PIRED notamment et d'autres. Et l'idée, c'est qu'encore une fois, tous ces instruments, tous ces canevas standardisés, on peut les disséminer dès qu'ils sont en place. Donc ces certificats fonciers participatifs, on devrait avoir une version dans les semaines qui viennent. L'objectif, ça va être... Ça fait adhésion à quoi, certificat foncier participatif? L'idée, c'est de dire, encore une fois, que tout le monde n'a pas accès à un titre foncier. Ça ne doit pas être une source d'exclusion. Et donc, on veut simplement, dans le cadre d'un PSE, d'un contrat PSE, s'assurer que la personne est reconnue très largement dans la communauté pour être la personne légitime pour passer un contrat de plusieurs années sur ce terrain. Et donc, c'est l'idée de rendre les choses très accessibles en disant, et ça a déjà été expérimenté dans les PIRED avec succès, et donc du coup, l'objectif, c'est de, encore une fois, améliorer le canevas qui soit validé dans le cadre de la réforme, donc au niveau national, et déployé. Et l'idée, c'est vraiment que la personne qui veut signer le contrat signe effectivement ce certificat en disant j'ai les droits d'utilisation de ce terrain, mais que ça soit signé aussi par des membres de sa famille ou du clan, les voisins. On fait beaucoup plus intervenir les ayants droit, comme on les appelle. C'est ça, au niveau de... ça. Puisque c'est justement pour voir qui est légitime sur ce terrain. Donc c'est les membres le bénéficiaire, les membres de sa famille ou de son clan, les voisins du terrain, le chef de terre, etc. Donc les autorités qui permettent de dire oui, on est tous d'accord, c'est bien cette personne qui peut faire les choses. Et encore une fois, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est pas quelque chose qui est déjà mis en œuvre sur le terrain, mais que justement on veut encore améliorer et cette fois-ci systématiser, de manière à ce que ça ne soit pas un facteur de blocage. Mais voilà. je voudrais avant que tu avances, je voudrais savoir un peu, lorsqu'il y a quelqu'un comme un ayant droit qui a un certificat foncier participatif, c'est-à-dire, si je comprends bien mon entendement, moi, c'est-à-dire que les autres membres de la communauté viennent se greffer sur ces certificats-là pour pouvoir travailler avec l'ayant droit, si je comprends bien. Alors ça, c'est notamment dans le cadre d'un certificat pour travailler effectivement au niveau d'un ménage, par exemple, mais il y a la même chose au niveau d'un groupe, par exemple d'un CLD, où le chef de terre met à disposition une certaine superficie, 10 hectares par exemple, et ensuite, il y a différents fonctionnements possibles, et l'idée, c'est de laisser la flexibilité aux gens de s'organiser. L'objectif, c'est le résultat. Mais dans beaucoup de cas, effectivement, donc le chef de terre met à disposition une terre communautaire pour le contrat. Et il y a tout un travail avec le comité local de développement pour désigner les ménages qui sont responsables de différentes zones. Donc là, on a un contrat collectif, mais avec aussi une répartition des responsabilités individuelles. Donc, et là, encore une fois, il y a un canevas en place pour que le chef de terre puisse, encore une fois, signer le fait qu'effectivement, il reconnaît ce travail-là. Mais à ce niveau-là, lorsqu'il y a paiement, est-ce que tout le monde sera payé de la même manière? C'est-à-dire, moi, je suis chef de terre, j'ai donné une portion de terre aux communautés. Maintenant, quand vous venez payer, vous me payez moi aussi 10 francs, vous aussi 10 francs, tout le monde 10 francs, ou bien il y a de la considération par rapport à ceux qui détiennent les terres et ceux qui n'en ont pas. Ça sera encore une fois un mécanisme qui doit être défini dans le cadre de la communauté. Donc encore une fois, s'il y a un contrat individuel, c'est effectivement l'individu, enfin le ménage qui reçoit directement. Dans le cadre d'un contrat collectif, ça doit faire partie du CLD, notamment dans un comité local de développement,
toute la communauté est membre du CLD. Et l'objectif, c'est de dire justement que ça doit faire partie d'une délibération qui est enregistrée pour savoir effectivement comment seront utilisés ces fonds PSE. Mais c'est ça qui est intéressant, notamment quand on voit cette allocation de certaines terres à des ménages particuliers, donc la responsabilisation, c'est effectivement que chacun est payé en fonction de son effort. Et donc si effectivement je me suis occupé de 2 fois la superficie que toi tu t'es occupé, bah, je reçois 2 fois plus. Ouais. C'est vraiment, mais encore une fois, c'est une décision collective. C'est-à-dire vous laissez un peu la latitude aux communautés de se décider sur comment répartir les financements. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas peur que cela débouche par exemple sur des conflits? Non, parce que justement, encore une fois, l'objectif c'est de pouvoir avoir tout un système d'information et de gouvernance locale bien développé, bien suivi. Et effectivement, ça fait partie du processus qualité pour travailler là-dessus en fait. En plus de ça, on travaille dans le cadre de ce système d'information et de gestion des PSE. L'idée, c'est aussi de travailler sur un mécanisme de paiement par mobile. Donc, on voit Orange Money ou tous les autres. L'objectif, c'est justement de pouvoir développer ce type d'instrument de manière à pouvoir payer en direct les bénéficiaires, alors que ça soit un CLD de manière collective, que ça soit un ménage en particulier, de pouvoir avoir l'argent directement avec des frais, des taux, des frais mais cela ne réduit pas les risques des conflits. Même si l'argent tombait dans les numéros de téléphone du CLD et qu'à un moment donné, les chefs des terres disent mais voilà, moi je devrais avoir peut-être 13%, vous devez avoir 10%. Bon. Le fait que l'argent soit tombé dans les téléphones, ça ne réduit pas ces risques-là. Non, bien sûr, ça c'est d'autres risques qui sont réglés. Ouais. Mais justement, c'est dans ce cadre-là que tout est une question de méthodologie, de protocole, d'information, de sensibilisation. Et donc tout ce processus d'accompagnement qui doit être justement bien codifié de manière à ce que ça soit appliqué de manière qualitative systématiquement pour justement informer de manière très ouverte et très, très claire toute la communauté et que tout ça, ce soit des éléments qui soient définis très clairement en amont. De manière à ce que les termes du contrat soient bien définis, bien clairs et opposables justement. Et ça c'est vraiment essentiel. Donc on est en train de travailler justement en ce moment aussi sur tous les canevas de contrat pour justement intégrer tous ces éléments-là. Un autre élément, ça va être tout ce qui est justement guide méthodologique et processus pour s'assurer, et tout ce qui est kit de sensibilisation et de formation pour justement s'assurer que tous les partenaires qui vont mener ces processus-là sont bien informés et formés et encore une fois tout ce mécanisme-là capturé. Mais je voudrais juste terminer de répondre à ta question juste avant sur justement quand est-ce que ça va démarrer. Il y a déjà des projets sur le terrain. On va alimenter justement en méthodologie, en canevas standardisé, etc. dès qu'ils sont prêts et validés par les acteurs nationaux. On déploie ça. Dans le cadre du système d'information et du système de gestion des PSE, on est en train de travailler dessus. Là, hier, aujourd'hui encore, demain et tout ça. Et l'objectif, c'est d'avoir la première version complètement fonctionnelle de ce système de gestion en août. Et de manière à le piloter déjà sur des projets existants, sur un nombre limité de projets existants entre septembre et décembre, de manière à pouvoir le déployer sur tous les projets systématiquement, tous les projets où j'ai un nombre d'hectares, qu'on appelle ça PSE ou pas, nombre d'hectares, de déployer ce système à partir du début de l'année prochaine. Super. Donc là, encore une fois, on n'est pas du tout en train de parler dans 3 ans, 5 ans, etc. Les PSE, c'est déjà une réalité maintenant, ça sera encore plus la réalité demain, encore plus après-demain, l'argent est déjà là. Ce qu'on veut, c'est mettre en place justement ces mécanismes robustes pour pouvoir justement déployer. Super. Et donc ça va être un processus qui va aller comme ça, là, exponentiel. C'est très bien. Alors Bruno, tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, du moins pour cette première partie de notre émission? Pardon? Tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, du moins pour cette première partie de cette émission? Non, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de palabres et que justement, ça sera l'occasion de faire une petite version 2, la deuxième saison. Voilà. Dans la deuxième session, nous allons faire la deuxième session lorsque le mécanisme sera lancé. Donc ça va être autour du mois de septembre, parce que tu as dit que les mécanismes... sur le système d'information. Après, encore une fois, c'est un processus continu, on alimente, on renforce. Mais effectivement, à partir de cette deuxième partie de l'année,
on lance le système et à partir de l'année prochaine, vraiment systématiser. Ouais. Super. Alors, je pense que je dois te dire merci. Matondo Mingi. Matondo. Aksanti sana. Aksanti. C'est un plaisir vraiment de t'avoir ici. Je pense que je pense vous aussi comment vous avez compris que Bruno est bourré de matière, hein, surtout en ce qui concerne les PSE. Donc il a eu tout le temps de répondre à toutes mes questions, même mes petites questions pièges. Donc il a réussi quand même à les surmonter. Merci beaucoup Bruno pour ta disponibilité. Merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir et je pense que ce n'est pas la dernière fois, comme on s'est déjà promis, qu'on va se recontacter, on va se retrouver encore sur cette plate des évolués pour faire la suite de ce qui est en train d'être fait comme travail. Avec plaisir, merci pour ton travail parce que moi c'est ma source d'information numéro 1. En dehors des PSE, c'est ma source d'information numéro 1 quand je veux savoir ce qui se passe au niveau environnemental en RDC. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Je pense que vous avez été suffisamment informés de tout ce qui est PSE. Peut-être que mes questions n'ont pas été aussi suffisantes. Il y a encore beaucoup de choses à dire. S'il y en a, tant mieux. Envoyez-moi les questions. Comme ça, lors de la deuxième édition de cette émission avec M. Bruno Riguel, je vais poser vos questions. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et sinon, je vous fixe encore rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Merci à tous.